Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition littéraire sur le plateau de voyage au bout de la nuit. On est ensemble ce soir pour quelques heures de lecture. Bienvenue si vous nous rejoignez. Alors cette nuit, je vous propose que l'on se replonge dans une des œuvres de Guy de Maupassant, paru en 1885, que vous avez déjà lu précédemment, il y a quelques années. Une œuvre qui s'appelle La Petite Roque. Il s'agit d'une nouvelle qui dénonce en fait le dysfonctionnement du milieu judiciaire de l'époque et des services de police en province. Alors le récit se passe dans un village de campagne à la fin du 19e siècle. Un matin, il s'agit d'un personnage qui est facteur, qui s'appelle Médéric, qui va découvrir le corps nu d'une jeune fille le corps d'une jeune fille qui a été abandonnée sur le bord de la rivière. Alors, les premières constatations sont faites et elle aurait en fait été violée, puis étranglée. Et le principal suspect donc serait effectivement un rôdeur, mais aucune preuve ne le prouve. Alors les gendarmes établissent avec le maire la liste des suspects, ils sont au nombre de 3. Finalement, vous allez voir que le temps passe, l'enquête se poursuit et aucune arrestation n'a été effectuée faute de preuves. Alors qui donc a pu assassiner Louise alias La Petite Roque? C'est ce que je vous propose tout de suite de découvrir. Restez avec nous. Avant cela, n'oubliez pas le hashtag VBN pour interagir dès à présent avec nous sur les réseaux sociaux. Très belle nuit à toutes et à tous sur C8. Quand ils eurent fini, je demandai à ma voisine de chanter toute seule une ballade, une légende, ce qu'elle voudrait, pour nous faire oublier nos angoisses. Elle y consentit et aussitôt sa voix claire et jeune s'envola dans la nuit. Elle chantait une chose triste, sans doute, car les notes traînaient longtemps, sortaient lentement de sa bouche et voletaient comme des oiseaux blessés au-dessus des vagues. La mer grossissait, battait maintenant notre épave. Moi, je ne pensais plus qu'à cette voix, et je pensais aussi aux sirènes si une barque avait passé près de nous, qu'auraient dit les matelots. Mon esprit, tourmenté, s'égarait dans le rêve. Une sirène. N'était-ce point en effet une sirène, cette fille de la mer, qui m'avait retenue sur ce navire vermoulu, et qui tout à l'heure allait s'enfoncer avec moi dans les flots. Mais nous roulâmes brusquement, tous les 5, sur le pont, car le Marie-Joseph s'était affaissé sous son flanc droit. L'Anglaise étant tombée sur moi, je l'avais saisie dans mes bras, et follement, sans savoir, sans comprendre, croyant venue ma dernière seconde, je baisai à pleine bouche sa joue, sa tempe, ses cheveux. Le bateau ne remuait plus, nous autres aussi ne bougions point. Le père dit « Kate ». Celle que je tenais répondit « Yes » et fit un mouvement pour se dégager. Certes, à cet instant, j'aurais voulu que le bateau s'ouvrît en deux pour tomber à l'eau, avec elle. L'Anglais reprit. Une petite basse-coune, ce n'était rien. J'avais mes 3 filles conserves. Ne voyant point l'aînée, il l'avait cru perdue d'abord. Je me relevai lentement et soudain j'aperçus une lumière sur la mer, tout près de nous. Je criai. On répondit. C'est une barque qui nous cherchait. Le patron de l'hôtel ayant prévu notre imprudence, nous étions sauvés. J'en fus désolée. On nous cueillit sur notre radeau et on nous ramena à Saint-Martin. L'Anglais, maintenant, se frottait les mains et murmurait « Bonne soupée ». On soupa alors, en effet. Et je ne fus pas gaie, je regrettais le Marie-Joseph. Il fallut se séparer, le lendemain, après beaucoup d'étreintes et de promesses de s'écrire. Ils partirent vers Biarritz. Puis, sans fallut que je ne les suivisse. J'étais toquée. Je faillis demander cette fillette en mariage. Certes, si nous avions passé 8 jours ensemble, je l'épousais. Combien l'homme parfois est faible et incompréhensible. 2 ans s'écoulèrent sans que j'entendisse parler d'eux. Puis je reçus une lettre de New York. Elle était mariée, elle me le disait, et depuis lors, nous nous écrivions tous les ans, au 1er janvier. Elle me raconte sa vie, me parle de ses enfants, de ses sœurs, jamais de son mari. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien moi, je ne lui parle que du Marie-Joseph, et c'est peut-être la seule femme que j'ai aimée. Non, que j'aurais aimée. Ah, voilà, sait-on.
Les événements vous emportent et puis tout passe. Elle doit être vieille à présent. Je ne la reconnaîtrai pas. Ah oui, celle d'autrefois, celle de l'épave. Quelle créature, quelle divine créature. Elle m'écrit que ses cheveux sont tout blancs, mon Dieu. Ça m'a fait une peine horrible. Ah, ses cheveux blonds. Non, la mienne n'existe plus. Que c'est triste, tout cela. L'ermite. Nous avions été voir, avec quelques amis, le vieil ermite installé sur un ancien tumulus, couvert de grands arbres, au milieu de la vaste plaine qui va de Cannes à la Napoule. En revenant, nous parlions de ces singuliers solitaires laïcs, nombreux autrefois, et dont la race aujourd'hui disparaît. Nous cherchions les causes morales, nous nous efforcions de déterminer la nature des chagrins qui poussaient jadis les hommes dans les solitudes. Un de nos compagnons dit tout à coup « J'ai connu 2 solitaires, un homme et une femme. La femme doit être encore vivante. Elle habitait il y a 5 ans une ruine au sommet d'un mont absolument désert, sur la côte de Corse, à 15 ou 20 kilomètres de toute maison. Elle vivait là avec une bonne. J'allais la voir. Elle avait été certainement une femme du monde, distinguée. Elle me reçut avec politesse et même avec bonne grâce, mais je ne sais rien d'elle et je ne devinerai rien. Quant à l'homme, eh bien, je vais vous raconter sa sinistre aventure. Retournez-vous. Vous apercevez là-bas ce mont pointu et boisé qui se détache derrière la Napoule. Tout seul, en avant des cimes de l'Estérel, on l'appelle dans le pays le mont des serpents. C'est là que vivait mon solitaire, dans les murs d'un petit temple antique, il y a 12 ans environ. Ayant entendu parler de lui, je me décidai à faire sa connaissance et je partis de Cannes à cheval un matin de mars. Laissant ma bête à l'auberge de la Napoule, je me mis à gravir à pied ce singulier cône, haut peut-être de 150 ou 200 mètres, et couvert de plantes aromatiques, de cystes surtout, dont l'odeur est si vive et si pénétrante qu'elle trouble et cause un malaise. Le sol est pierreux, on voit souvent glisser sur les cailloux de longues couleuvres qui disparaissent dans les herbes. De là ce surnom bien mérité de mont des serpents. Dans certains jours, les reptiles semblent vous naître sous les pieds quand on gravit la pente exposée au soleil. Ils sont si nombreux qu'on n'ose plus marcher, qu'on éprouve une gêne singulière, non pas une peur car ces bêtes sont inoffensives, mais une sorte d'effroi mystique. J'ai eu plusieurs fois la singulière sensation de gravir un mont sacré de l'Antiquité, une bizarre colline parfumée et mystérieuse, couverte de cystes et peuplée de serpents, couronnée par un temple. Ce temple existe encore. On m'a affirmé, du moins, que ce fut un temple. Car je n'ai point cherché à en savoir davantage pour ne pas gâter mes émotions. Donc, j'y grimpai, un matin de mars, sous prétexte d'admirer le pays. En parvenant au sommet, j'aperçus en effet des murs, et assis sur une pierre, un homme. Il n'avait guère plus de 45 ans, bien que ses cheveux fussent tout blancs, mais sa barbe était presque noire encore. Il caressait un chat roulé sur ses genoux et ne semblait point prendre garde à moi. Je fis le tour des ruines, dont une partie couverte et fermée, au moyen de branches, de paille, d'herbes, de cailloux, était habité par lui et je revins de son côté. La vue de là est admirable. C'est à droite l'Estérel, au sommet pointu, étrangement découpé, puis la mer démesurée s'allongeant jusqu'aux côtes lointaines de l'Italie, avec ses caps nombreux et en face de Cannes, les îles d'Olérin, vertes et plates, qui semblent flotter et dont la dernière présente vers le large un haut et vieux château fort à tours crénelées, bâti dans les flots mêmes. Puis, dominant la côte verte, où l'on voit pareil d'aussi loin, à des œufs innombrables pondus au bord du rivage, le long chapelet de villas et de villes blanches bâties dans les arbres, s'élèvent les Alpes, dont les sommets sont encore encapuchonnés de neige. Je murmurai « Christi, c'est beau !» L'homme leva la tête et dit « Oui, mais quand on voit ça toute la journée, c'est monotone. » Donc il parlait, il causait, il s'ennuyait, mon solitaire, et je le tenais. Je ne restai pas longtemps ce jour-là, je m'efforçai seulement de découvrir la couleur de sa misanthropie.
Il me fit surtout l'effet d'un être fatigué des autres, las de tout, irrémédiablement désillusionné et dégoûté de lui-même comme du reste. Je le quittai après une demi-heure d'entretien. Mais je revins 8 jours plus tard, et encore une fois, la semaine suivante, puis toutes les semaines, si bien qu'avant 2 mois, nous étions amis. Or, un soir de la fin de mai, je jugeai le moment venu, et j'emportai des provisions pour dîner avec lui sur le mont des Serpents. C'était un de ces soirs du midi, si odorants dans ce pays où l'on cultive les fleurs, comme le blé dans le nord, dans ce pays où l'on fabrique presque toutes les essences, qui parfumeront la chair et les robes des femmes, un de ces soirs où les souffles des orangers innombrables dont sont plantés les jardins, et tous les replis des vallons troublent et alanguissent à faire rêver d'amour les vieillards. Mon solitaire m'accueillit avec une joie visible. Il consentit volontiers à partager mon dîner. Je lui fis boire un peu de vin dont il avait perdu l'habitude. Il s'anima et se mit à parler de sa vie passée. Il avait toujours habité Paris, vécu en garçon joyeux, me semblait-il. Je lui demandai brusquement « Quelle drôle d'idée vous avez de venir vous percher sur ce sommet ?» Il répondit aussitôt « Ah, c'est que j'ai reçu la plus rude secousse que puisse recevoir un homme. Mais pourquoi vous cachez ce malheur? Il vous fera me plaindre, peut-être. » Et puis, je ne l'ai dit jamais à personne, jamais. Je voudrais savoir une fois ce qu'en pense un autre et comment il le juge. Né à Paris, élevé à Paris, je grandis et je vécus dans cette ville. Mes parents m'avaient laissé quelques milliers de francs de rente. J'obtins par protection une place modeste et tranquille qui me faisait riche pour un garçon. J'avais mené dès mon adolescence une vie de garçon. Vous savez ce que c'est, libre et sans famille, résolu à ne point prendre de femme légitime. Je passais tantôt 3 mois avec l'une, tantôt 6 mois avec l'autre, et puis 1 an, sans compagne, en butinant sur la masse des filles, à prendre ou à vendre. Cette existence médiocre et banale, si vous voulez, me convenait. Satisfaisait mes goûts naturels de changement et de badauderie. Je vivais sur le boulevard, dans les théâtres et dans les cafés, toujours dehors, presque sans domicile, bien que proprement logé. J'étais un de ces milliers d'êtres qui se laissent flotter comme des bouchons dans la vie, pour qui les murs de Paris sont les murs du monde et qui n'ont souci de rien, n'ayant de passion pour rien. J'étais ce que l'on appelle un bon garçon, sans qualité, sans défaut. Voilà, et je me juge exactement. Donc, de 20 à 40 ans, mon existence s'écroula, lente et rapide, sans aucun événement marquant. Comme elles vont vite, les années monotones de Paris, où n'entre dans l'esprit aucun de ces souvenirs qui font date, ces années longues et pressées, banales et gaies, où l'on boit, on mange, on rit sans savoir pourquoi, les lèvres tendues vers tout ce qui se goûte et tout ce qui s'embrasse, sans avoir envie de rien. On était jeune, on est vieux sans avoir rien fait de ce que font les autres, sans aucune attache, aucune racine, aucun lien, presque sans amis, sans parents, sans femme, sans enfants. Donc, j'atteignis doucement et vivement la quarantaine. Pour fêter cet anniversaire, je m'offris, à moi tout seul, un bon dîner dans un grand café. J'étais un solitaire dans le monde et je jugeais plaisant de célébrer cette date en solitaire. Après dîner, j'hésitais sur ce que je ferais. J'eus envie d'entrer dans un théâtre et puis l'idée me vint d'aller en pèlerinage au quartier latin où j'avais fait mon droit, jadis. Je traversais donc Paris, j'entrais sans préméditation dans une de ces brasseries où l'on est servi par des filles. Celle qui prenait soin de ma table était toute jeune, jolie, rieuse. Je lui offris une consommation qu'elle accepta tout de suite. Elle s'assit en face de moi, me regarda de son œil exercé, sans savoir à quel genre de mal elle avait affaire. C'était une blonde, ou plutôt une blondine, une fraîche, toute fraîche créature qu'on devinait rose et potelée sous l'étoffe gonflée du corsage. Je lui dis les choses galantes et bêtes qu'on dit toujours à ces êtres-là. Et comme elle était vraiment charmante, l'idée me vint soudain de l'emmener, toujours pour fêter ma quarantaine. Ce ne fut ni long,
ni difficile. Elle se trouvait libre depuis 15 jours. Et elle accepta d'abord de venir souper aux Halles quand son service serait fini. Comme je craignais qu'elle ne me faussât compagnie, on ne sait jamais ce qui peut arriver, ni qui peut entrer dans ces brasseries, ni le vent qui souffle dans une tête de femme, je demeurai là toute la soirée, à l'attendre. J'étais libre aussi, moi, depuis 1 mois ou 2, et je me demandais, en regardant aller de table en table cette mignonne débutante de l'amour, si je ne ferais pas bien de passer un bail avec elle pour quelque temps. Je vous conte là une de ces vulgaires aventures quotidiennes de la vie des hommes à Paris. Pardonnez-moi ces détails grossiers, ceux qui n'ont pas aimé poétiquement prennent et choisissent les femmes comme on choisit une côtelette à la boucherie, sans s'occuper d'autre chose que de la qualité de leur chair. Donc je l'emmenai chez elle, car j'ai le respect de mes draps. C'était un petit logis d'ouvrière au 5e, propre, pauvre, et j'y passai 2 heures charmantes. Elle avait cette petite, une grâce et une gentillesse rares. Comme j'allais partir, je m'avançai vers la cheminée afin d'y déposer le cadeau réglementaire. Après avoir pris jour pour une seconde entrevue avec la fillette, qui demeurait au lit, je vis vaguement une pendule sous globe, 2 vases de fleurs et 2 photographies, dont l'une, très ancienne, une de ces épreuves sur verre appelées daguerréotypes. Je me penchai par hasard vers ce portrait et je demeurai interdit, trop surpris pour comprendre. C'était le mien, le premier de mes portraits, que j'avais fait faire autrefois quand je vivais en étudiant au quartier latin. Je le saisis brusquement pour l'examiner de plus près. Je ne me trompais point, et j'eus envie de rire, tant la chose me parut inattendue et drôle. Je demandai « Qu'est-ce que c'est que ce monsieur-là » Alors elle répondit « Eh bien, c'est mon père, que je n'ai pas connu. Maman me l'a laissé en me disant de le garder, que ça me servirait peut-être un jour. » Alors elle hésita. Elle se mit à rire et reprit. « Je ne sais pas à quoi, par exemple. Je ne pense pas qu'il vienne pour me reconnaître. » Mon cœur battait, précipité comme le galop d'un cheval emporté. Je remis l'image à plat sur la cheminée. Je posai dessus, sans même savoir ce que je faisais, 2 billets de 100 francs que j'avais en poche, et je me sauvai en criant. « À bientôt. Au revoir, ma chérie. Au revoir. » J'entendis qu'elle répondait. « À mardi. » J'étais dans l'escalier obscur que je descendis à tâtons. Lorsque je sortis dehors, je m'aperçus qu'il pleuvait. Je partis à grands pas par une rue quelconque. J'allais devant moi, affolé, éperdu, cherchant à me souvenir. Était-ce possible? Oui. Je me rappelais soudain une fille qui m'avait écrit, 1 mois environ après notre rupture, qu'elle était enceinte de moi. Alors j'avais déchiré ou brûlé la lettre et oublié cela. J'aurais dû regarder la photographie de la femme sur la cheminée de la petite. Mais l'aurais-je reconnue? C'était la photographie d'une vieille femme, me semblait-il. J'atteignis le quai, je vis un banc et je m'assis. Il pleuvait. Des gens passaient de temps en temps sous des parapluies. La vie m'apparut odieuse et révoltante, pleine de misère, de honte, d'infamie, voulue ou inconsciente. Ma fille. Je venais peut-être de posséder ma fille. Et Paris, ce grand Paris, sombre, morne, boueux, triste, noir, avec toutes ces maisons fermées, était plein de choses pareilles, d'adultère, d'inceste, d'enfants violés. Je me rappelais ce qu'on disait des ponts hantés par ces vicieux infâmes. J'avais fait sans le vouloir, sans le savoir, pire que ces êtres ignobles. J'étais entrée dans la couche de ma fille. Je faillis me jeter à l'eau, j'étais fou. J'errai jusqu'au jour, puis je revins chez moi pour réfléchir. Je fis alors ce qui me parut le plus sage. Je priai un notaire d'appeler cette petite et de lui demander dans quelles conditions sa mère lui avait remis le portrait de celui qu'elle supposait être son père, me disant chargé de ce soin par un ami. Le notaire exécuta mes ordres. C'est à son lit de mort que cette femme avait désigné le père de sa fille, et devant un prêtre qu'on me nomma. Alors, toujours, au nom de cet ami inconnu, je fis remettre à cet enfant la moitié de ma fortune, 140 000 francs environ, dont elle ne peut toucher que la rente, puis je donnai ma démission de mon emploi, et me voici.
En errant sur ce rivage, j'ai trouvé ce mot et je m'y suis arrêtée. Jusqu'à quand, je l'ignore. Que pensez-vous de moi, de ce que j'ai fait? Je répondis en lui tendant la main. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Bien d'autres eussent attaché moins d'importance à cette odieuse fatalité. Il reprit. Je le sais, mais moi j'ai failli en devenir fou. Il paraît que j'avais l'âme sensible sans m'en être jamais douté. Et j'ai peur de Paris maintenant, comme les croyants doivent avoir peur de l'enfer. J'ai reçu un coup sur la tête, voilà tout, un coup comparable à la chute d'une tuile quand on passe dans la rue. Je vais mieux depuis quelque temps. Je quittai mon solitaire. J'étais fort troublée par son récit. Je le revis encore 2 fois, puis je partis, car je ne reste jamais dans le Midi après la fin de mai. Quand je revins l'année suivante, l'homme n'était plus sur le mont des serpents, et je n'ai jamais entendu parler de lui. Voilà l'histoire de mon ermite. Mademoiselle Perle. Quelle singulière idée j'ai eue, vraiment, ce soir-là, de choisir pour reine Mademoiselle Perle. Je vais tous les ans faire les rois chez mon vieil ami Chantal. Mon père, dont il était le plus intime camarade, m'y conduisait quand j'étais enfant. J'ai continué et je continuerai sans doute tant que je vivrai et tant qu'il y aura un Chantal en ce monde. Les Chantal, d'ailleurs, ont une existence singulière. Ils vivent à Paris comme s'ils habitaient Grasse, Yvetot ou Pont-à-Mousson. Ils possèdent auprès de l'Observatoire une maison dans un petit jardin. Ils sont chez eux, là, comme en province, de Paris, du vrai Paris. Ils ne connaissent rien, ils ne soupçonnent rien. Ils sont si loin, si loin. Parfois, cependant, ils y font un voyage, un long voyage. Madame Chantal va aux grandes provisions, comme on dit dans la famille. Voici comment on va aux grandes provisions. Mademoiselle Perle, qui a les clés des armoires de cuisine, car les armoires au linge sont administrées par la maîtresse elle-même, Mademoiselle Perle prévient que le sucre touche à sa fin, que les conserves sont épuisées, qu'il ne reste plus grand-chose au fond du sac à café. Ainsi, mise en garde contre la famine, Madame Chantal passe l'inspection des restes en prenant des notes sur un calepin. Puis, quand elle a inscrit beaucoup de chiffres, elle se livre d'abord à de longs calculs et ensuite à de longues discussions avec Mademoiselle Perle. On finit cependant par se mettre d'accord et par fixer les quantités de chaque chose dont on se pourvoira pour 3 mois. Sucre, riz, pruneaux, café, confiture, boîte de petits pois, de haricots, de homards, poissons salés ou fumés. Après quoi, on arrête le jour des achats et on s'en va. En fiacre, dans un fiacre à galerie chez un épicier considérable qui habite au-delà des ponts dans les quartiers neufs. Madame Chantal et Mademoiselle Perle font ce voyage ensemble, mystérieusement, et reviennent à l'heure du dîner, exténués, bien qu'émus encore et cahotés dans le coupé, dont le toit est couvert de paquets et de sacs comme une voiture de déménagement. Pour les Chantal, toute la partie de Paris située de l'autre côté de la Seine constitue les quartiers neufs, les quartiers habités par une population singulière, bruyante, peu honorable, qui passe les jours en dissipation, les nuits en fête et qui jette l'argent par les fenêtres. De temps en temps, cependant, on mène les jeunes filles au théâtre, à l'opéra comique ou au Français quand la pièce est recommandée par le journal que lit Monsieur Chantal. Les jeunes filles ont aujourd'hui 19 et 17 ans. Ce sont 2 belles filles, grandes, fraîches, très bien élevées, trop bien élevées, si bien élevées qu'elles passent inaperçues comme 2 jolies poupées. Jamais l'idée ne me viendrait de faire attention ou de faire la cour aux demoiselles Chantal. C'est à peine si on ose leur parler, tant on les sent immaculées. On a presque peur d'être inconvenant en les saluant. Quant au père, c'est un charmant homme. C'est un charmant homme, très instruit, très ouvert, très cordial, mais qui aime avant tout le repos, le calme, la tranquillité, et qui a fortement contribué à momifier ainsi sa famille pour vivre, à son gré, dans une stagnante immobilité. Ce sera tout pour cet épisode, mais on se retrouve très très vite pour la suite des nouvelles de Guy de Maupassant, dont La Petite Roque. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas également de nous rejoindre dès à présent sur les réseaux sociaux. Ça s'affiche juste en bas de votre écran. Il vous suffit tout simplement de taper #VBN. Pour l'heure, je vous embrasse et je vous dis à très vite sur C8 pour des nouvelles aventures littéraires.